âge pas encore très avancé et déjà reconnu comme un des meilleurs violoncellistes de sa génération, un talent d'exception, une personnalité très ouverte pour différentes, on va dire, genres et styles de la musique. Et je crois que je le vois déjà et je vais l'inviter pour qu'on commence notre conversation aujourd'hui. Il faut que Guillaume accepte. Bonjour Guillaume. Ça marche. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Super. Je te vois, c'est un peu sombre, mais aujourd'hui il ne fait pas très lumineux. Il n'y a pas beaucoup de lumière et en plus, comme la lumière est juste à côté. Oui, c'est contre-jour un petit peu. Mais c'est mieux comme ça. Bon. On te reconnaît, c'est déjà ça. Comment va Guillaume? Ça va? Voilà. Alors, voilà. Le plus important que je puisse t'entendre bien, parce que tu m'entends bien, il n'y a pas de problème? Très bien, excellemment. Magnifique, magnifique. Alors Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir parce que tu es peut-être un des rares musiciens qui aime pas seulement jouer la musique, mais aussi en parler quand il y a l'occasion. Parce que j'ai eu l'occasion de jouer avec toi et aussi assister à tes concerts. Très sympathique en donnant aux auditeurs quelques idées pour qu'ils ne se sentent pas complètement dans l'écoute des morceaux, parce que on sait très bien, et d'ailleurs c'est très bien que c'est comme ça dans le public, on n'a pas toujours les gens très au point de connaissance de la musique classique, et c'est comme ça, donc, ça nous permet d'avoir plus de gens. Alors Guillaume, commençons par maintenant et après on ira un peu à droite à gauche dans nos sujets. Je sais que la période qui vient se terminer, enfin qui est toujours encore un petit peu en train d'être pour la musique, pour les musiciens, tu l'as vécu à une manière assez particulière. Et en réfléchissant à ce que je veux te demander des questions, je me suis rendu compte finalement que en vrai, tu as trouvé une solution de jouer quand même devant le public, vrai public en soi, parce qu'il y a eu pas mal de musiciens qui ont fait des lives, des concerts de chez eux, en ligne, etc. Mais ils ont resté quand même chez eux, donc c'était seulement de l'autre côté de l'écran que les gens pouvaient les voir et les entendre. Alors que toi, tu as carrément inventé un concept violoncelliste sur un paillasson, n'est-ce pas? Tu peux en parler un petit peu et dire comment cette idée t'est venue, pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce que ça t'a donné, comment sont tes relations maintenant avec tes voisins? Je sais pas, raconte un petit peu. Fantastique, mes relations. Non, la raison profonde, c'est que moi j'aime quand les choses ont du sens, et un sens souvent un sens profond. Et je trouvais précisément qu'en fait de faire un concert qui soit exclusivement sur le net via les applications que l'on connaît, en fait c'est intéressant, mais pour moi ça n'a pas un sens profond. Voilà. Donc ça vient de là. Pour moi, le but de la musique, même si on est très heureux de l'écouter sur son téléphone après la journée le soir, c'est quand même d'abord et avant tout un échange direct. Et j'avais très envie de trouver une idée pour arriver. En fait, la meilleure idée qui était, c'est de se dire, je joue dans la cage de l'escalier, qui, pour le coup, vraiment bien, je veux garder le côté non numérique, analogique de la chose, le côté humain. Donc ça passe par mon instrument, le violoncelle, c'est entièrement fabriqué par un artisan, c'est du bois, ce sont que des matériaux qui sont naturels,
finalement c'est extraordinairement écolo. Et l'objectif est de pouvoir donner ce que moi je ressens, tout mon travail, etc., directement d'humain à humain. Et je trouve que c'est pour ça que j'ai choisi cette option-là, mais néanmoins de le mettre sur les réseaux, juste pour que les gens le sachent, en sachant évidemment que ça n'était pas évident, dans le sens où, par exemple, jouer avec soi-même est quelque chose d'assez complexe. Ce qui peut d'ailleurs expliquer à quel point une personnalité est complexe. On a du mal à jouer avec soi. Et donc, alors évidemment pour des raisons qui peuvent être personnelles, mais là en fait plus terre à terre, techniques, qui font que jouer avec un enregistrement, comme c'était le cas, je m'enregistrais précédemment au piano, pour beaucoup, hein, j'ai fait aussi des enregistrements solo, mais pour beaucoup j'ai fait des morceaux avec piano, donc il fallait enregistrer la partie piano, puis la travailler d'abord, et éventuellement, enfin je ne t'apprends rien. Ensuite, une fois enregistré, il fallait travailler la partition de violoncelle avec cet enregistrement piano pour pouvoir s'adapter à ce que j'avais imaginé au moment où j'ai enregistré la partie piano que je ferais au violoncelle. Donc il y a une projection de ce qu'on pourrait faire, etc. En fait, c'est un travail assez intéressant. Et on se retrouve la plupart du temps en train de se dire, ah oui, en fait, j'imaginais quelque chose que j'aurais envie de faire ou que je vais faire. Pas du tout. On n'a pas toujours une vision assez claire de ce que l'on projette, de ce que l'on voudrait. C'est assez étonnant, et moi ça m'a fait vachement avancer. Je trouvais ça très très intéressant, mais du coup il a fallu travailler et arriver à jouer une partie de violoncelle avec le piano qui lui ne bougeait pas, et ça m'a forcé à faire des choix musicaux et de phrasés, etc., qui étaient différents de ce que j'aurais fait naturellement, et du coup c'était très intéressant. Voilà, en gros, il faut dire, pour ceux qui peut-être ne le savent pas particulièrement, que le fait que tu t'es mis au piano, c'est pas la première fois de ta vie, parce que le piano, c'est aussi, pendant longtemps, était un instrument, ton instrument. Est-ce que tu peux dire un petit peu, parce que je sais que enfin, tu es très bon pianiste aussi, on va dire ça comme ça, modestement. Mais à un moment donné, tu as fait donc ton choix pour violoncelle. Mais tu peux juste brièvement un petit peu dire comment tu as commencé en fait, comment ça s'est fait naturellement, j'imagine, ce choix. Ah oui, c'est une histoire qui est chouette. En fait, quand j'étais petit, au tout départ, avant de faire un instrument, tout simplement, je voulais jouer d'un instrument grave, voire très grave. Oui, contrebasse par exemple. Voilà, petit, non, pire. J'étais allé au musée de la musique, et il y avait ce qu'on appelle une octobasse. Donc c'est un instrument, il n'y en a que 3. Et j'ai dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Donc on m'a expliqué que c'était pas trop possible, etc. On m'a gentiment orienté, mais bon, j'avais 6 ans, on m'a gentiment orienté vers le violoncelle en me disant, c'est un instrument grave, mais qui chante beaucoup, qui est beau. Bref. Oui. Du coup, je suis petit, on m'emmène au conservatoire. Et là, pas de classe de violoncelle. Bon, alors on ne sait pas trop quoi faire. Ma maman apprend que, ça va te plaire, une professeure de piano vient d'arriver de Moscou, d'origine hongroise. Ah. Comme ma maman connaît un peu quand même la musique, même si elle n'est pas elle-même musicienne, elle pense, ah, ça pourrait être très très intéressant, c'est vraiment une très très belle école, conservatoire Tchaïkovski de Moscou, enfin voilà, pas besoin de t'expliquer, c'est hein. Donc je commence le piano avec cette professeure qui s'appelle Gabriella Torma, qui est une magnifique pianiste et pédagogue. Et donc je commence le piano, extrêmement heureux, extrêmement intéressante, une personne absolument incroyable. Et c'est vraiment elle qui va m'éveiller à la musique, donc cette professeure de piano. Et l'année d'après, à la rentrée d'après, une classe de violoncelle s'ouvre. Alors là, on me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire quand même le violoncelle ou est-ce que tu veux arrêter le piano, etc. Et donc je choisis, choix très très fort pour l'époque,
j'avais 7 ans et demi, de Voilà. dire j'arrête l'équitation pour pouvoir faire le violoncelle et le violoncelle. Quel sacrifice, bravo À Guillaume. l'époque, moi, c'était dingue. Même maintenant, je pense. Et du coup, je fais les deux pendant un moment important. C'est elle, toujours Gabriela Torma, qui me fait rencontrer mon maître russe, qui s'appelle Marc Drobinski, et qui est celui qui m'a formé depuis l'âge de 11 ans. Donc c'est vraiment elle qui m'a guidé musicalement. Donc elle, c'est une personne extrêmement importante, tout comme Marc, évidemment, par la suite, violoncellistiquement. Et en fait, le poids du comment de la suite, c'est qu'en fait, vers 18 ans, je prépare, un peu avant, vers 17 ans, je prépare le conservatoire, le CNSM de Paris, en piano, chez Pascal Devoyon, qui était professeur à l'époque. Et en fait, il part. Il part à Berlin. Et c'était quelque part en avril ou quelque chose comme ça, on apprend ça. Et bah du coup, je sais pas trop quoi faire et je décide de le faire en violoncelle. Je le fais en violoncelle, je rentre chez Michel Strauss, puis Muller. Et en fait, j'arrête le piano un peu comme ça, l'air graduel, mais j'ai toujours autant de plaisir à le jouer, mais c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment joué, entre guillemets. Et autant j'adore le piano, tu le sais, j'adore connaître les parties de piano particulièrement bien, mais j'ai un peu plus d'amour pour le violoncelle, pour son côté sensuel, mais ou sensoriel, dans le sens où on a un tout petit peu plus direct sur le timbre, le son, la façon dont on va le phraser, etc. Alors qu'au piano, il est évidemment extrêmement important aussi, mais il est beaucoup dans la projection mentale de ta phrase, plus que dans la gestion réelle du son que tu vas faire. Et c'est en ça que, voilà, puis le violoncelle, il vient résonner contre toi, comme ça. Oui, finalement, tu touches vraiment les cordes, en fait, alors que le piano, il y a un petit peu de choses entre. Mais les deux sont magnifiques. Les deux sont magnifiques. Comme ça, tu peux lui faire un câlin et le prendre dans tes bras. Oui. Guillaume, donc on peut dire que, dans quelque sorte, tu es dans la création de l'école russe. Est-ce que... Totalement. Des instruments. Et même, j'ai vu qu'on t'appelle le petit-fils spirituel de Rostropovitch parce que ton professeur Marc Drobinski était son élève, en fait, ton disciple. Et tu sais, c'est assez marrant parce que, les deux, ils sont nés à Bakou. Et aujourd'hui, c'est Journée internationale des Bakinois. Donc... Eh bien, belle journée aux Bakinois, moi je dis. Voilà. Yes. Et voilà. Celui qui a dit ça, le petit-fils de Rostro, c'était un grand chef du théâtre Bolchoï de Moscou, qui s'appelait... Oui, moi je le sais. Toi tu sais, ouais, voilà. Non, mais j'avais joué un concerto, j'avais 17 ans avec lui, quelque chose comme ça. Oui, parce que j'ai vu que tu as beaucoup joué en solo avec des orchestres justement en Russie. Ouais, orchestre rural, avec... Et Dmitri, c'est des chefs qui sont connus, qui viennent assez en France, en fait, avec des concerts. Hein. Super. Et Guillaume, je sais que tu partages ton temps, mais c'est un petit peu maintenant, je pense, la vie des musiciens d'aujourd'hui qui ne sont plus, on va dire, spécialisés étroitement, n'est-ce pas? Mais qui font aussi bien quatuor, l'orchestre, solo, etc. Et on peut dire ça pour toi. Je sais que, donc je me suis intéressée un peu, on va dire, à l'histoire de ta famille. Je sais que tu as un frère aussi qui est un super musicien, François Martinier. Et je sais que tu joues dans quatuor. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi vous avez jamais eu une idée de fonder un quatuor martinier, par exemple? Non, ça vous a jamais venu à l'esprit? Je sais que vous avez joué en trio. Mais... Ah ouais. Non, mais c'est une question vaste, mais intéressante dans le sens où je dirais que les rapports qu'on a avec sa famille sont évidemment particuliers parce qu'ils sont pas remplaçables.
mais mettre en lumière justement les rapports que l'on peut avoir avec des musiciens qui ne sont pas de sa famille, au sens du sang, mais peuvent être extrêmement proches sur le plan émotionnel et vraiment du artistique. Et en fait, avec François, avec mon frère, bien sûr, on a eu des idées de faire, et on a fait des choses, et on continue d'ailleurs. En général, tous les étés, on se retrouve et on joue ensemble. Mais c'est aussi des moments de carrière et des choses qui se sont faites. Des choix qui sont faits, j'imagine. C'est pas toujours totalement choisi. Mais je dirais ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir François et mon frère, mais tu peux avoir vraiment des sensations de fratrie quand on joue très souvent avec des gens qu'on aime particulièrement. Je comprends. D'accord. Et ça fait à peu près 10 ans, je crois, parce que dans une interview, j'ai écouté, tu as dit que c'est depuis 2009, et sur ton site, c'est marqué depuis 2010, donc je suis un peu perdue, mais tu me diras mieux, que tu es donc dans Quatuor Psophos, qui était au départ donc Quatuor composé des 4 filles, 4 jeunes femmes. Et après, donc maintenant, on peut dire que vous avez la parité, non? Parce qu'on en parle beaucoup. Et tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que le répertoire de Quatuor te donne? Parce que c'est dans le Quatuor, justement, peut-être que c'est un petit peu, d'après ce que tu as dit, donc tu étais intéressé toujours par le grave, parce que dans le Quatuor, c'est le violoncelle qui représente, n'est-ce pas, donc le grave. Et c'est un peu ton rêve pour peut-être que parce que c'est toi seul qui joues ce rôle, n'est-ce pas? Donc, mais avec ça, donc violoncelle, c'est un instrument qui chante, qui est magnifique. Et voilà, j'imagine que ça te plaît vu que tu y es depuis des années maintenant, et puis vous êtes, vous êtes vraiment superbes tous ensemble, en sonorité, etc. Voilà, qu'est-ce que ça te donne cette vie dans le Quatuor? Et peut-être, si jamais tu peux dire aussi un petit peu, ce fameux son reconnaissable d'un Quatuor, comment ça se construit, comment ça se forme? Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire pour ça? Je dirais que globalement, le fait de faire du Quatuor, c'était une opportunité qui s'est offerte donc dans les dates que tu dis. Il ne faut pas me demander des dates précises d'il y a des années, ce que je ne sais pas. Je ne sais plus, mais ça n'a pas grand intérêt. Ouais, un peu plus un 2 mois, c'est pas grave. En fait, c'est extrêmement intéressant et passionnant parce que c'est l'accès à un monde qui est totalement différent et vraiment passionnant parce que très différent de tout ce que j'avais fait jusqu'alors. C'est-à-dire que j'ai toujours, et je continue de travailler, de jouer en solo, en violoncelle seul, je fais aussi beaucoup de sonates, des concertos, etc. C'est tout ce que j'ai toujours fait et que j'adore faire. Parce que j'aime prendre de l'espace, j'ai besoin d'espace sur la scène et j'ai besoin de ça et ça m'est très naturel. Cela dit, c'est assez différent dans un quatuor car tu dois être beaucoup au service, pas toujours au premier plan, et savoir toujours bien registrer le niveau, le moment où il faut être important ou moins, de quelle manière tu peux encore mieux faire ressortir telle ou telle partie. Et le plus important, c'est que, comme je disais juste avant, les questions des personnes, des affinités musicales, etc., sont absolument essentielles, et quand elles sont fortes, c'est quelque chose de très beau. D'autant plus qu'on a accès à un répertoire absolument extraordinaire, et pour peu qu'on s'intéresse à la musique d'une manière assez générale, on se rend compte que il y a la plupart du temps, chez tous les grands compositeurs, une envie particulière, manifeste, d'écrire des œuvres importantes pour le quatuor à cordes. Pourquoi ? Parce que c'est une formation qui doit être qui est extrêmement équilibrée et qui permet un très très grand nombre
d'options tant lyriques que harmoniques, que rythmiques, etc. Et en même temps extrêmement difficile à faire. Et donc chaque grand compositeur, entre guillemets, a toujours eu envie de faire quelque chose de particulièrement exceptionnel pour cette formation, ce qui donne accès donc, à des chefs-d'œuvre absolument monumentaux. Et c'est extraordinaire, en fait, c'est pas la même sensation, c'est l'impression de rentrer à l'intérieur de chefs-d'œuvre que tu connais, que tu as déjà entendu, mais vraiment de faire partie de cet ensemble. C'est assez génial et assez jouissif. Alors que quand on est dans une sonate absolument géniale qu'on adore et qui est un sommet aussi, là, c'est pas qu'on rentre dedans, c'est qu'on la modèle, on la fait, on fabrique. Et c'est pas du tout la même sensation. Et c'est, à mon avis, pas du tout des choses qui sont antinomiques, qui sont opposées. On peut très bien être un excellent musicien en concerto et être capable de jouer excellemment aussi en quatuor et en sonate et en solo. En fait, pour peu qu'on soit sensible et qu'on soit curieux et ouvert, en fait, tout est possible. Mais il faut savoir aussi être humble, parce que ça rejoint ce que tu demandais un peu par rapport aux contingences, sacrifices éventuels du quatuor. Oui, en fait, simplement comment arriver à obtenir un son qui soit beau et qui soit homogène. Tout simplement, j'ai envie de dire, il y en a qui vont dire le travail, c'est vrai, mais c'est le temps. Le temps, comme un beau bois, le beau bois d'un violoncelle, d'un violon ou d'une belle table, d'une belle armoire. Le temps qui fait que les choses prennent leur place, leur couleur. C'est ça c'est la valeur essentielle de la vie, vu que c'est précisément ça qui fait que tout est en mouvement, que tout avance. Et soit se bonifie, en tout cas évolue, et que l'évolution est quelque chose d'absolument extraordinaire à vivre, et qu'il faut toujours essayer de l'accompagner le plus intelligemment possible pour essayer de grandir, d'avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance un peu à oublier que la vie est une constante évolution. Il faut toujours essayer de changer, d'évoluer, de s'améliorer dans tout ce qui est possible. Magnifique. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu as dit juste avant, parce que en étant en contact aussi étroit avec des gens et vraiment assez côte à côte, sans distanciation sociale, ou alors je ne sais pas, peut-être maintenant vous vous éloignez un petit peu. Ceci dit, quatuor, ça peut se garder un peu, c'est pas très grave. Oui, ça devient comme une famille, mais famille musicale. Et dans la famille aussi, on peut avoir on peut n'est pas toujours peut-être d'accord, mais en discutant, et j'imagine dans la musique aussi, pour retrouver la version qui convient à tout le monde, ou la vraie version. Et puis, j'ai écouté un de tes interviews où tu disais qu'il y a la place à l'improvisation en concert, parce que même si vous préparez bien la construction de votre œuvre, si quelqu'un propose quelque chose, les autres réagissent donc, immédiatement, et ça donne des nouvelles sensations. C'est la base. Oui. C'est la base de la bonne musique. Absolument, oui, parce que sinon c'est pas intéressant, c'est mort, et puis pourquoi faire ça, n'est-ce pas? Si c'est toujours la même chose, autant allumer l'enregistrement. En fait, justement, la flexibilité, la réactivité musicale, c'est quelque chose qu'on recherche et qui doit être naturel immédiatement. C'est-à-dire que on peut travailler avec quelqu'un et s'améliorer, du coup avoir des réflexes, mais avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Mais le plus important, c'est immédiatement, la première fois qu'on joue avec quelqu'un, de la même manière qu'on va la rencontrer, on va aimer telle personne, ou pas trop, ou beaucoup. Enfin, voilà, en musique, c'est pareil. On commence à vite. Soit c'est absolument évident, on sent que tout se passe parfaitement, ou c'est bien, mais il y a des trucs un peu plus durs, etc. Bon, voilà, il peut se passer énormément de cas de figure différents, mais c'est vrai, ce que l'on ressent est vrai tout de suite, et en général ne changera pas. On aura toujours cette sensation-là, parce que c'est un rapport entre, on pense que c'est important, c'est un rapport entre les deux personnes.
et c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond et intense que la parole. Parce que c'est l'âme qui parle directement à une autre âme, sans autre artifice ou facteur qui nous rend finalement toujours dépendants d'un certain formalisme, qui n'est pas le cas quand on joue. Parce que c'est beaucoup plus naturel, on sent que ça sort de soi de manière naturelle, et si la personne qui est en face est capable de recevoir tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté, et en perçoit toutes les petites subtilités, etc., c'est génial, et on est très heureux parce qu'on peut s'amuser précisément à toujours un cadre. On a dit. Et c'est vraiment la joie de jouer avec les gens avec qui on a cette, je sais pas comment on appelle ça, symbiose, enfin, exactement. Cette union immédiate, oui, tout à fait. Ouais, et donc on a notre cadre qui est très très précis, on a bien travaillé, etc. Et ce qui va être génial, c'est précisément qu'au milieu de ce cadre, au lieu de faire ce qui était prévu, il peut se passer plein de choses différentes. Et c'est ça qui fait que c'est beau et que la musique vivante est absolument irremplaçable, car ce sera toujours différent et les sensations, les sentiments seront toujours très différents, même à 1 heure d'intervalle, parce que bien sûr, avec le confinement et tout ce qui va s'en suivre, il y aura très probablement plus de concerts qui vont être doublés, comme on dit, un concert à telle heure, l'autre 2 heures après. Et bien, si un auditeur restait de l'un à l'autre, eh bien, il serait très probablement surpris de voir à quel point une œuvre jouée par les deux ou les 4, ou peu importe le nombre de mêmes personnes, peut être totalement différente d'une fois sur l'autre. Pas totalement, j'exagère un peu, mais bien différent. Et il y aura quelque chose, d'autres parfums, enfin d'autres sensations, d'autres soupirs, j'en sais rien. Enfin, et après, on peut continuer comme ça. Et Guillaume, pardon? Je pense que ce sont de beaux artistes. Parce que des fois, ça peut rester toujours pareil, mais là, c'est pas bon signe. Effectivement. Voilà, ça c'est une bonne précision, mais là on parle des grands artistes. Alors, et Guillaume, en parlant de répertoire, j'ai remarqué que pas seulement en tant que soliste ou dans les formations de musique de chambre, mais aussi dans le quatuor, vous jouez souvent les transcriptions. Enfin, je sais pas si c'est vraiment souvent, mais en tout cas, j'ai vu que tu avais enregistré les transcriptions des préludes et fugues de Bach faites par Mozart. Enfin, après, vous avez enregistré la fameuse Kreutzer sonate d'Aubaine avec votre quatuor, n'est-ce pas? Et puis, même concert. Comment? Ah, mince! Non, c'est pas grave. En fait, c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est que en fait, les transcriptions sont. Enfin, bon, la musique, si elle est belle, de toute façon. Voilà. Bon, d'accord. On parlera de là où tu étais. Mais j'ai vu que tu joues aussi des fois des transcriptions des sonates faites pour le violon au départ, n'est-ce pas? Donc. Oui. Et qu'est-ce que ça te. C'est quoi? C'est parce qu'il te manque. Tu as déjà toujours un violoncelle ou c'est envie de jouer ça aussi ou quelle motivation dirige tes choix? Voilà. Ça va toujours dépendre, ça dépend des fois. Mais globalement, par exemple sur le trio, c'est intéressant parce que c'est du Bach qui a été transcrit par Mozart, donc c'est super intéressant. Tu vois le génie de l'un et le génie de l'autre sur la même œuvre, c'est passionnant en fait de voir ça. Ou pareil, on avait fait quelque chose qui était intéressant la dernière fois, on était en quatuor aux folles journées de cette année, où on a joué un concerto pour piano de Beethoven que lui-même a transcrit pour quintette à cordes. Et c'est super intéressant de voir de quelle manière lui-même est capable de réorchestrer complètement cette. Donc il y a des côtés comme ça qui sont passionnants. Ah, si c'est joué très souvent, peut-être pas, non? Pas très très souvent. Mais par exemple, ça peut être plus courant pour des formations qui ont peu de répertoire. Donc c'est pas le cas du quatuor. C'est plutôt le cas du trio, où il va y en avoir peut-être plus. Et par exemple, les sonates pour violoncelle et piano, il y a énormément de sonates somptueuses et magnifiques. Mais il est vrai qu'il m'est arrivé
de voler, entre guillemets, certaines pièces pour violon, tout simplement car elles sont absolument sublimes et fonctionnent très bien aussi au violoncelle. Donc, dans ces cas-là, si c'est finalement convaincant artistiquement, pourquoi pas. Par exemple, la sonate de Schumann pour violon, en la mineur, est absolument splendide au violoncelle, mais c'est très dur, parce que du coup, on fait le même problème, parce que les gens ne savent pas forcément, ce que c'est intéressant, lors d'une transcription, soit on décide de transcrire exactement le même rapport, sachant que ce sont deux instruments à 4 cordes, le violon a sol, ré, la, mi, moi j'ai do, sol, ré, la, donc en fait, si on veut faire une vraie transcription, on baisse d'une quinte pour que ça soit les mêmes rapports. Sauf que le pianiste aurait une nouvelle pièce à apprendre, parce que c'est pas tout à fait la même chose de jouer dans telle ou telle tonalité. Donc du coup, la plupart du temps, au violoncelle, ce qui est vrai par exemple pour la sonate de Franck, qui est un bel exemple, sonate qui par ailleurs a été transcrite du vivant de Franck pour violoncelle, et au départ le premier mouvement était pensé comme un mouvement lent d'une sonate pour violoncelle, donc il y a une vraie légitimité tout de même à la jouer, mais il n'empêche que c'est une sonate pour violon, et la joue dans la même tonalité que le violon, ce qui est, je me permets de le repréciser au passage, beaucoup plus difficile, car on joue beaucoup plus dans l'aigu de notre instrument que ce que les violonistes font sur le leur. Je ne dis pas que c'est pas beau violon, c'est très très beau violon aussi, mais c'est une œuvre tellement extraordinaire qu'elle fonctionne magnifiquement aussi au violoncelle. Et il en est de même pour cette sonate de Schumann. Donc c'est plutôt des choix, les choix de transcription sont vraiment liés à des œuvres que j'ai où l'on a particulièrement envie de jouer et auxquelles on n'a pas accès autrement que par la transcription. Mais je dirais que c'est pas du tout une règle, c'est plutôt l'exception. Oui, c'est pour ça que j'ai posé une question, en fait. Si tu veux, j'ai remarqué ça comme quelque chose de particulier. Guillaume, je voulais te demander aussi ton ressenti, parce qu'avec cette histoire de pandémie et la fermeture des frontières, finalement, parce que surtout en Europe, on s'est habitué, enfin, dernière, je ne sais pas moi, 30, allez, peut-être 30 ans, à cette liberté, n'est-ce pas, de se déplacer, aller partout dans le monde. Et là, en fait, c'est devenu impossible. Et j'ai vu récemment sur Instagram de Denis Matsuev, il a posté une vidéo où il était extrêmement heureux. Il partageait donc avec ses followers la joie et il a même dit qu'il était premier russe autorisé depuis tout ce temps de pandémie, venir à Berlin, puisqu'il est allé faire un enregistrement avec l'orchestre de Berlin pour le concerto de Shostakovich. Et donc, il disait, enfin, je revis, quelle joie, quel bonheur être avec l'émission, etc. Je ne sais pas si... et du coup, ça m'est venu à l'esprit de te poser une question. Comment tu as ressenti cette situation qui finalement empêche de se déplacer et cette notion des frontières, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi, personnellement, par exemple? Je ne sais pas, dans le sens où tu peux choisir personnel ou de liberté de se déplacer. Et finalement, maintenant, je ne sais pas si tu avais des concerts prévus donc, dans les autres parties du monde, on va dire dans les autres continents, mais pour l'instant, apparemment, ce n'est pas très possible, n'est-ce pas? Donc, comment tu as vécu ça? À quoi ça t'a fait peut-être réfléchir, repenser? Beaucoup de questions en une. Alors, je dirais d'abord sur la notion des frontières et de la capacité que l'on avait à se déplacer. En fait, je pense que c'est un luxe auquel on s'est habitué. Comme tout luxe, on s'y habitue extrêmement vite et on a beaucoup de mal à s'en passer. Mais c'est quelque chose qui n'est pas négatif en soi, car plus on voyage, en général, plus l'on devient tolérant envers les différences, et on se rend compte que les différences sont plutôt intéressantes